Bien, bonjour Pauline, Bonjour. bonjour Michel, Bonjour. et bienvenue à cette session enregistrée du Café littéraire Talencé. Donc, session qui fait suite à votre venue au Café littéraire le mois dernier. On a eu une super session, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, Ah, mais c'était nous, Ouais, super c'était chouette. super agréable. et donc, on vous retrouve aujourd'hui pour continuer finalement cet échange, reprendre aussi peut-être certains points. Sur Le lesquels grand on défi, peut en parler. fait, comme ça s'est bien passé à Talence, et puis donc on a été intelligent, mais c'est de rester, c'est de l'être encore. Ah ouais, Et ça va être dur. faut forcer. Il faut forcer, là. Mm. Ouais, je crois que Allons-y. Go, vous, on est prêt, on est vous allez y prêt. arriver, vous allez y arriver. Ok, alors premièrement, vous êtes tous les deux des personnes aux talents multiples, aux projets multiples. Plutôt que de vous présenter et d'essayer de dire ce que vous faites, j'aimerais vous demander à vous comment vous définissez aujourd'hui ce que vous faites et qui vous êtes. Des saltimbanques, des arts et des lettres. Ben, c'est un peu ça, en fait. On a des parcours très différents, Michel et moi. Moi, Moi, j'ai pas été à l'école, par exemple. c'est même pas vrai en plus. Moi, j'ai commencé par avoir un parcours assez classique, c'est-à-dire que j'ai commencé la musique quand j'étais enfant, avec la guitare quand j'avais 11 ans, qui m'a accompagnée toute ma vie depuis et qui m'accompagne encore aujourd'hui, sauf que c'est passé à la basse et au chant, mais tout en continuant la guitare. Et donc jusque-là, il n'y a rien d'anormal, tout va bien. Et j'ai fait des études en sociaux, je suis allée jusqu'au doctorat, que j'ai fini. Et par contre, une fois que j'ai fini mes études, j'ai voulu vraiment que l'art envahisse ma vie. Voilà, et donc ça a commencé par la musique, par l'écriture, et par le dessin et la peinture. Et donc aujourd'hui, je suis artiste peintre. Je joue aussi de la musique. J'ai envie, là, j'ai plein de projets en tête. Voilà, mais ça, de toute façon, les projets, ils manquent pas. Et puis, depuis qu'on s'est rencontré avec Michel, on a monté donc les éditions Le Buvard. Et donc, je suis aussi éditrice. Et on a monté aussi une boîte de prod. Et on a aussi monté une boîte de prod, mais ça, c'est plus C'est ouais, toi. lié à ton Ok, parcours. j'en parlerai. Alors Bah, vas-y. justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, Michel? Ben moi, j'ai un parcours plutôt en zigzag. C'est-à-dire que à l'adolescence, j'étais très, très fan appelons ça des musiques extrêmes. Gros rock bien dur, tu vois. Et j'étais fan de littérature aussi. Ma mère m'a initié à la littérature très, très jeune, avec des œuvres pas faciles. Elle m'a mis Guerre et paix de Tolstoï entre les mains, j'avais 13 ans, et j'étais obligé de le lire et de lui résumer. Tu vois, il y avait une exigence familiale qui était. Et j'ai décidé très vite que je voulais être écrivain, sauf que j'ai compris très vite aussi qu'en tant qu'écrivain, j'allais mourir de faim toute ma vie. Donc, je suis rentré à la fac en sciences économiques d'abord, dans le but de devenir journaliste, en me disant, mais ce sera au moins de l'écriture, tu vois, et j'aurais une base une base de. J'avais pas l'intention d'aller plus loin que la licence, mais d'avoir une petite base de sciences économiques pour au moins avoir un axe de lecture du monde. Bon, ça a duré un an, les sciences économiques. J'ai tout foutu ça en l'air parce que je trouvais ça nul d'aller à l'école avec des mecs en cravate. Et puis, je me suis réinscrit à la fac en histoire de l'art et études cinématographiques, mais dans le but de devenir scénariste. Et après ça, ben, et c'est là que le zigzag commence vraiment, parce que la musique est restée très proche de ma vie, le cinéma, la littérature, le théâtre, tout ça, un peu de front, ouais, un peu de traviole en même temps, un peu à essayer d'être un peu touche à tout. Mhm. Et puis vers l'âge de 40 ans, j'ai essayé de faire un peu de ménage là-dedans. Je me suis dit, OK, ben, c'est littérature. Et là, j'ai été vraiment en littérature pendant presque exclusivement tout près de 20 ans. Et j'ai publié une douzaine de romans comme auteur, j'ai fondé 2 maisons d'édition, j'ai continué de m'intéresser beaucoup à la musique parce que tous mes potes étaient musiciens ou à peu près. Et là, donc en rencontrant Pauline, quand on a décidé de se mettre ensemble, moi l'écriture, ça commençait à être c'est un peu prétentieux ce que je veux dire là, mais je commençais à avoir l'impression d'avoir fait le tour un peu, d'avoir dit ce que j'avais à dire par l'écriture, mais j'ai quand même un grand intérêt pour la littérature. Donc, quand on a décidé de monter la maison d'édition Le Buvard, ben, on en a discuté beaucoup, puis on a décidé de la monter d'une certaine manière pour que ça soit convenable, tant pour moi que pour Pauline, même si on a une grosse différence d'âge, il fallait trouver un. Bon, on a fait un peu de musique ensemble aussi sur des projets avec notre duo, Ouida. Et tout récemment, je suis revenu à mes premières amours de cinéma documentaire, en réalisant d'abord un film sur Pauline, Pauline peintre, et là, je travaille sur 2 projets de films. Un sur le dessinateur de presse Urbs
et un sur le metteur en scène de Bayonne qui s'appelle Christian Frédéric. Et avec Pauline, donc, on a monté une autre structure sous le mode associatif, une maison de prod qui s'appelle Vesgonz Prod. Vez pour Vézina, Gonz pour Gonzalo. Le Buvard, au départ, ça commence comme un projet de librairie ambulante, en fait. Et ça se passe au Canada. Alors, comment naît, en fait, cette première version du Buvard? Ben, l'idée pour moi au départ, c'était d'avoir une librairie ambulante, donc, mais deux. C'est pas qu'au Canada. Il y avait une librairie ambulante qui circulait l'été au Québec. Et l'idée, c'était d'avoir un autre camion en France qui circulerait en France pendant les mois d'hiver. D'accord. Que c'est encore possible, même s'il ne fait pas nécessairement chaud en France l'hiver, ça se peut se balader avec un camion puis vendre des bouquets, alors qu'au Québec, l'hiver, c'est pas possible. Et, autour de ces activités de libraire, eh ben, l'envie d'organiser des activités littéraires m'est revenue. Et un des projets, c'était de monter des ateliers d'écriture ou d'être présent dans des festivals et de faire écrire de manière spontanée les participants au festival et de produire un bouquin sur place, relié à la main, relié aux japonaises, qui serait comme une espèce de polaroid de l'événement ou de l'atelier. Et Pauline est arrivée, on s'est mis ensemble, donc elle m'a rejoint au Québec. J'avais déjà 2 de ces livres-là de fait. Mais il n'y avait pas encore de maison d'édition, il n'y avait pas encore d'ISBN, c'était vraiment des trucs, c'était très, très DIY, très punk, très... on fait un bouquin là, on le coup, on le relit, même. Et puis, Pauline est arrivée, on en a fait plusieurs ensemble, je ne sais plus combien. Je sais plus combien, on en a fait vraiment beaucoup. On en a fait en tout, je sais pas, on doit en avoir une quinzaine. Peut-être même un peu plus. Ouais, enfin on en a beaucoup. Et c'était chouette, mais moi j'avais envie d'aller plus loin. J'avais déjà envie de structurer ça. Dire, on est une maison d'édition, ok. Alors comment ça marche une maison d'édition? Moi je viens pas du tout de ce milieu-là. Moi, ma seule qualité par rapport à l'édition, c'est que j'aime lire. Et que, Ce qui est déjà pas mal. et que j'ai un regard assez critique parce que j'ai regardé beaucoup de films aussi. J'écris énormément de critiques de films aussi. Et donc ça m'a affûté aussi le regard critique. Et quand on a décidé de développer le Buvard, il fallait structurer la maison elle-même. Et il fallait aussi structurer les pièces de cette maison. Donc cette première manière de faire, on l'a appelée la collection in situ, puisqu'elle se passe sur place. En fait, ça là, c'était vraiment la collection itinérante. Et après, on a monté la collection Traces et Plats, qui est une collection de documentaires, et la collection Second Souffle, qui est littéraire. Roman, poésie. D'accord, donc au départ, il y a in situ. Donc, vous pointez à un endroit, vous créez une production littéraire avec des participants. Soit dans le cadre d'atelier, soit carrément juste des spectateurs d'un festival. Ouais. Ça nous est arrivé de mettre une table avec des papiers et des crayons, puis de dire aux gens, mais vous écrivez un poème, faites un dessin. Nous, la nuit, on faisait la mise en page. Le lendemain, on imprimait, on reliait, puis on mettait les livres en vente en début d'après-midi. Ouais. Donc, vraiment, on crée, on fabrique le livre, on le met en vente. Et puis finalement, en moins de 24 heures, on a produit quelque chose, on a eu une production littéraire hyper spontanée, hyper immédiate. Et ça, donc, c'est la démarche in situ, c'est l'origine en fait du Buvard. Et donc ensuite, donc, tu l'as dit, vous créez 2 autres collections. En quoi elles consistent alors ces 2 autres collections et comment on passe de in situ à... le premier livre qu'on a fait, qui n'était pas in situ, c'était Le Bon Plan. Et ça, on pourrait dire en nous regardant qu'on est un peu opportuniste. Ou qu'on est très chanceux. On avait notre duo Ouida qui avait un spectacle qu'on offrait, qu'on proposait. De poésie, musique. Voilà. Moi, je jouais de la guitare et Michel lisait des poèmes. Sur le premier spectacle, c'était ça. Et il y a un mec, un pote à moi, dans une petite ville du Québec qui s'appelle Trois-Pistoles, Michael Rioux, donc, qui est un militant... c'est le militant des militants, qui, lui, depuis des années, qui militait pour la légalisation du cannabis. Et donc, en octobre 18, le cannabis a été légalisé au Canada. Et lui, en juin 19, il a organisé le premier festival du Bon Plan, PLANT. Et le festival était constitué pendant la journée de conférences sur le cannabis. Il y avait des usagers, il y avait des scientifiques, il y avait des usagers récréatifs, il y avait des usagers médicinaux. Et tout ce beau monde-là parlait toute la journée des bienfaits ou des malfaits ou du cannabis.
Et le soir, il y avait des spectacles et nous, on était embauchés pour jouer un de ces spectacles-là. Et quand on a vu la programmation de conférenciers, tout de suite, on s'est dit, mais il faut faire un booking. Donc, on a appelé Michael, on lui a dit ça, il dit, tu nous donnes les contacts de tes conférenciers, ils vont nous envoyer des articles, on va faire un booking qu'on va lancer à notre arrivée à Trois-Pistoles la veille de notre spectacle. Et ce qui fut dit fut fait. Tout le monde a participé, tout le monde nous a envoyé des textes. Et celui-là, il n'était pas in situ dans la mesure où on a reçu des textes de tout le monde par mail, on l'a construit au préalable. Il y avait un premier travail d'édition quand même. Ouais. Donc là, il y avait est-ce que le texte est fluide, est-ce que c'est facile à comprendre pour les non-initiés, ce qui était notre cas tous les deux. Oui. On ne connaît pas On le cannabis, quoi. n'a jamais fumé de Non, notre les vie. aboutissants des débats sur Tu m'as fait perdre le fil. Désolé. Et donc oui, il y avait un premier, voilà, l'organisation des textes, dans quel ordre on les met, et ainsi de suite. Et ça, moi, ça m'a un peu filé la piqûre. Et Ouais. je me suis dit, oula, là ça devient vraiment intéressant, et j'ai envie d'en faire d'autres, des documentaires, j'ai envie de faire du roman aussi, de la poésie. Et puis, une autre chose aussi, là, on s'est posé la question de, par contre, comment est-ce qu'on allait faire les choses. Et ça a été très important pour nous de garder de la méthode in situ, tout le savoir-faire, tout le processus de fabrication des livres, même si là on s'attaquait à des projets qui étaient beaucoup plus longs en fait à mettre en œuvre. On voulait quand même faire les livres à la main. C'est à ce moment-là qu'on a décidé que c'était moi qui faisais tous les couvertures. tous les dessins de couverture et puis des illustrations quand il y en a. Et voilà, et on a commencé en fait petit à petit, de manière assez naturelle, à avoir notre signature en fait. D'accord. Donc la reliure japonaise à la main, au fil de Ouais, lin. Une partie de l'identité du buvard, c'est Sa facture. c'est la facture, le fait de créer un objet livre qui est particulier, Ouais. qui est spécial et qui est différent de ce qu'on trouve habituellement dans le monde de l'édition, on va dire. Ouais, ouais. Alors, c'est juste pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, est-ce qu'on peut reprendre les caractéristiques de vos livres, justement? Quelles sont les caractéristiques spécifiques et distinctives des livres publiés par le buvard, réellement? Mais en fait, le plus simple, c'est d'expliquer comment on les fait. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que le texte est fini, qu'il est édité, qu'il est approuvé par l'auteur, que nous, on est d'accord et tout ça, que tout est fait, on imprime... non, il y a le montage qui est fait d'abord. La mise en page. Sur la mise en page sur InDesign, où Michel, c'est lui qui s'en occupe, mais le texte sur 2 pages, 2 futures pages, c'est-à-dire sur une feuille A4, sur une page A4, il y a 2 fois En le même paysage. texte en paysage sur les côtés gauche et droit. Et ensuite, on imprime ça en recto verso. On a 2 imprimantes laser. Et une fois que c'est imprimé, on a un massicot et on massicote. Un massicot, c'est un appareil qui permet de couper en 2, en fait, du papier. Et ensuite, on a un gabarit qui va dans une perceuse à colonne sur un rail coulissant, comme ça, en bois. Et on perce les trous. Et ensuite, on relie le livre avec une pince et on le relie à la main avec des aiguilles à tapisserie. On passe Et du fil de lin. Du fil de lin de 3 mm et c'est parti. 3 mm, c'est ça? On a... non, le fil de lin est plus petit que ça. Le Ah, trou, c'est ça, c'est le trou trou à qui est 3 3 mm. mm. Fil de lin à 0,8 mm. Donc ça veut dire que voilà, tous vos livres sont reliés entièrement à la main, par Ouais. vos soins. En Ouais. fait. Enfin, Et ça, il y a un paquet de raisons qui sous-tendent ce choix-là. Ouais, ça a l'air de rien, mais ça vient de loin en fait comme idée. Il y a deux raisons principales qui me motivent à faire des livres comme ça. Premièrement, c'est on est en flux tendu. C'est-à-dire que nos tirages initiaux sont relativement bas. On n'est pas tenu par un distributeur ou par un diffuseur de tirer à 1000 ou 1500 exemplaires en premier tirage nos livres, ce qui coûte quand même assez cher. Et vu les taux de retour de la plupart des livres, ben c'est souvent une bonne partie de ces 1000 exemplaires-là, si on dit 1000, vont être pilonnés puis retournés à l'état de pâte pour refaire du nouveau papier. Les livres, que ce soit en France, aux États-Unis ou au Québec ou partout dans le monde occidental, les livres voyagent beaucoup. C'est-à-dire, je pense que c'est toi qui disais que le camion était le meilleur ami du livre, un truc dans le genre. Ou, c'est toi qui me l'as dit. c'est moi qui l'ai dit. C'est que les bouquins, ben, le papier part de l'usine de papeterie
il s'en va chez l'imprimeur, il se fait transformer en livre, il part de là, il va chez le distributeur, il part de là, il va dans les librairies, il y en a une bonne partie qui revient au distributeur, et de là, ça part au pilon pour refaire de la pâte, pour retourner. C'est tout le temps en train de bouger. Donc ça nous agaçait tous les deux un peu de savoir que c'est très polluant, le livre, de manière indirecte et même directe, parce que pour refaire de la pâte à papier, le reblanchiment des livres pilonnés, c'est des acides qui sont pas très gentils pour l'environnement. Mais ça, bon, c'est un autre discours. Et le deuxième aspect qui fait que je suis très content qu'on fonctionne comme ça, c'est ça revient un peu au même discours. C'est qu'on n'a pas de surplus. C'est que dès l'instant où le premier tirage est vendu, on ne retire pas à 200 exemplaires une deuxième fois. On n'est pas tenu par des exigences d'imprimeurs, comme on les fait nous-mêmes, d'avoir des quantités minimum. Cette semaine, on est en train de faire notre inventaire. On est en train de voir ça. Bon, OK, celui-là, il nous en reste que 2 exemplaires. On va en faire une vingtaine d'autres. Donc, c'est rare qu'on réimprime à plus de 20 exemplaires. Ouais, en fait, vous faites de la publication à la demande, finalement. Presque. Vous anticipez légèrement ce que vous On anticipe légèrement. Voir, et vous restez comme ça. On aime bien avoir des stocks. Parce que s'il y a des commandes, c'est très stressant qu'on ne les a pas. C'est-à-dire que si on imprime un bouquin et qu'il ne se vend pas, c'est du papier qui est gaspillé, c'est de l'encre aussi qui est gaspillée, et puis du temps et de l'énergie, parce que bon, ça va, maintenant on devient bon en reliure, ça ne prend plus que 2-3 minutes de relier chaque livre, mais bon, quand on en a 200 à faire, il ça faut se ça mettre fait là long. pour les faire. Donc on n'a pas envie de passer énormément d'énergie là-dessus, et de temps et de moyens, pour à la fin voir juste les bouquins alignés dans des étagères et qui sortent pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'aussi on limite. Et à l'opposé, si on admet un best-seller, l'idée d'un best-seller, on aurait, mettons, je sais pas, moi, on a un de nos livres qui gagne le concours, il faut en sortir 300 000 exemplaires. C'est le concours, rien que ça. Non, mais j'aime bien l'exemple. J'aime bien l'exemple, c'est parce que si jamais ça nous arrive, un immense succès comme ça, enseigner la méthode de reliure japonaise, c'est rien. Et qu'on pourrait, si on a une vision très business de la maison d'édition, on pourrait embaucher autant de personnes qu'on en aurait besoin pour faire relier des livres à la main. Et personnellement, je préfère ça à l'idée que l'idée d'acheter une grosse machine qui pourrait nous sortir 1000 bouquins à l'heure. J'aime mieux avoir de la main-d'œuvre, donner du boulot à des gens du village où on est, dire on a un coup de bourre, on paye tout le monde, je sais pas, 15 balles de l'heure, puis là, il faut sortir des bouquins. J'aime mieux cette idée-là. Il y a quelque chose là-dedans. Pour moi, ça ramène la littérature à un geste très tactile, très. Quelque chose d'artisanal, en fait. D'artisanal puis de réel. Tu vois, c'est pas quelque chose qui comme auteur, moi, j'ai publié, comme je disais tout à l'heure, j'ai publié quelques livres. Quand ton livre revient de l'imprimerie, ton éditeur t'appelle puis qu'il les a, je me suis jamais arrêté à me demander comment ça avait été fabriqué. T'as le bouquin dans les mains, OK, là, finalement, au bout de quelques-uns, quand il y a de la colle. De la colle, c'est pas très... par principe, la colle, c'est pas très écolo. Quand, je sais pas toi, t'en as écrit un chez nous, quand tu reçois ton livre qui est relié à la main, je présume que tu as un autre sentiment, une autre émotion par rapport au livre. En fait, c'est assez particulier parce que du coup, c'est surprenant. On peut peut-être le montrer. Vous les montrer, il y en a plusieurs là. Parce qu'effectivement, à première vue, on se dit, on voit bien que c'est un manuscrit relié à la main. Certaines personnes disent que ça leur envoie une idée de fragilité aussi. Ils ont l'impression que le livre est moins solide parce qu'il n'y a pas la broche en fait. Alors là, il faut qu'ils comparent avec les bouquins collés justement. Quand on les a lus 2-3 fois, et il y a les pages qui s'arrachent, mais alors là, pour les arracher, les pages. Bonne chance. Bonne chance, ouais. Et effectivement, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est des livres qui sont hyper solides. En fait, c'est juste le fait qu'ils soient différents qui nous donne cette idée qu'ils vont pas être solides, alors qu'en fait, ils sont extrêmement solides. Et puis effectivement, on retrouve cette idée qu'on n'a pas dans les mains un objet standard industriel. Oui, parce qu'au niveau de la solidité, je reviens là-dessus, mais on en rigole bien parce que ça nous a été reproché par des libraires avec qui on espérait mettre nos stocks dans leur librairie. Et il y a des libraires qui nous ont dit « Ouais, mais là, c'est fragile. On va avoir un max de retour. »
Et là, nous, ça nous a vraiment interpellés. On s'est dit, mais pourquoi c'est fragile? Évidemment qu'il y a le coin ici qui peut se plier plus facilement que s'il était collé. Ouais. Est-ce que c'est un si grand mal? Mais par contre, comme on vient de dire, avant qu'il y ait une page qui tombe du livre, comme dans la plupart des bouquins qui sont brochés collés, si jamais il y a une page qui tombe d'un de vos livres du Bouvard, retournez-nous-le, on veut le garder. On veut le garder en vous Ça sera un remboursant. trophée. Ça sera un trophée. Ça dit, moi, pour en avoir lu plusieurs, j'ai toujours trouvé le format justement super agréable à lire, à tenir en main, comparé à d'autres bouquins qu'on peut trouver dans le commerce et qui ont des fois des mises en page improbables. Là, c'est vraiment agréable et on voit que justement il y a un travail et qu'il y a une recherche d'amélioration de l'expérience de lecture, quoi. Ben, d'une part, puis Mais- puis ça va jusqu'au choix, au choix de la police. Ouais. La police, on l'a cherché, mais pas qu'à peu près. Plusieurs semaines à aller sur le web, à se questionner, bon, ok, celle-là, elle est bonne pour les dyslexiques, mais elle est moche pour nous. Comment trouver un truc qui est libre de droit? Ouais. On voulait pas payer pour une police. Donc, on a trouvé, puis là, maintenant, on est toujours avec la même, avec la mairie. Mais alors, je reviens sur ce que tu disais sur le fait qu'il y a de l'évolution, il y a une recherche d'amélioration permanente, et en même temps, il y a une identité quand même qui est très stable. C'est-à-dire que tous vos livres font vraiment collection aussi, parce que vous avez une identité visuelle forte. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Pauline? C'est toi qui fais les couvertures Ouais. Alors, et les illustrations, tu as dit, quand il y a Ouais. des illustrations. C'est ça, c'est plus moi qui ai l'œil artistique de ce côté-là. Et j'essaye de trouver les illustrations qui vont le mieux coller avec l'émotion du texte, en fait. Et puis après, on discute ensemble, tous les deux, avec Michel, de comment est-ce qu'on va mettre ça en page. C'est-à-dire que le dessin, il aurait pu être plus gros. Sur une couverture comme ça, le dessin, il aurait pu être plus gros. On aurait pu enlever Le sol. le sol. C'est des questions qu'on s'est posées, d'ailleurs, sur celui-là. Et puis voilà, quelle est la symbolique aussi qui est portée par le dessin. Et donc voilà, on se pose toutes ces questions. On reste très ouvert. Tu sais, si on regarde celui-ci, qui est en A6, c'est le format qu'on a pour la poésie, ben, on n'a pas du tout les mêmes règles de mise en page que pour les romans. Là, on a fait la mise en page carrément en fonction du dessin. Ouais. On a voulu que le dessin prenne de la place sur la couverture, donc on a changé la disposition du titre, du nom de l'auteur. Hier ou avant-hier, on discutait avec un éventuel auteur qui nous a déjà envoyé un manuscrit, bon, il a retravaillé, il va nous le renvoyer. Et on a déjà son titre. Ouais. Et Pauline a fait un truc, mais... C'est venu spontanément. J'ai toujours des carnets qui traînent. Parce que je fais beaucoup de croquis, parce que on fait des réunions, même si ça a l'air un peu bête de dire ça, mais on est tous les deux à la maison, puis on pose tout, et hop, on fait des réunions, on a juste nos carnets, et puis on prend des notes. Donc on a toujours des tas de carnets qui traînent partout sur la table. Et là, ben, ça m'a pété, en fait. J'ai pris le carnet, j'ai mon encre de Chine, un pinceau, puis j'ai fait une proposition de couverture à Michel. Et comme on a déjà lu la première mouture de ce texte, ben, ça nous a parlé tout de suite. Puis après, ben, timidement, je l'ai montré à Michel. Extrêmement différente de ça. Michel il a dit, ben ouais, c'est ça, c'est ça. Le bouquin, on sait même pas si on va le faire ou pas. Mais si on le fait, oui, la couverture, il y a de grandes chances que ça reste celle-ci, en fait. D'accord. Donc, c'est intéressant, ça veut dire aussi que les couvertures que vous fabriquez, elles sont aussi le produit de ce que le texte vous fait quand vous le lisez. En tout cas, de ce que le texte te fait quand tu le lis. Ouais, complètement. C'est-à-dire, une couverture, c'est pas juste une illustration marketing, c'est vraiment, le texte produit quelque chose sur nous, et ça traduit dès la couverture. Avant de faire la peinture sur toile, je faisais de la peinture sur papier. Pour ça, comme c'est sur papier, j'ai tendance à appeler ça des dessins. Puis ça me permet de distinguer les deux, même si ça reste de la peinture, même si bien que ce soit sur papier. J'en ai combien? J'en ai 120, 130. Ça serait facile pour moi de dire bon, allez, celui-là, comme ça, il dégage. En fait, il est utile. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est si j'ai rien, comment dire, s'il y a aucune corrélation qui se fait entre le texte que j'ai lu et un dessin que j'ai en stock, mais que par contre j'ai une nouvelle idée, je vais pas hésiter une seconde à produire le dessin qu'il faut en fait pour représenter. Mais on est comme ça, sur des éditions, mais on est aussi très, comment dire, j'ai l'expression pure et dure qui me vient à l'esprit, puis je déteste l'utiliser parce que c'est pas tout à fait... c'est un peu radical. C'est un peu radical, mais c'est vrai qu'on est radicaux dans tout ce qu'on fait, que ce soit les éditions, la peinture, la musique, et on est radicaux jusqu'au bout dans la mesure où l'industrie du livre telle qu'elle se présente aujourd'hui
à nos yeux, elle est extrêmement questionnable. De par ce que je disais tout à l'heure quant à l'écologie du livre, et aussi de par ce qu'elle suggère comme économie du livre. Il y a des dispositifs économiques dans le monde, dans l'industrie du livre, qui sont radicalement contre la petite édition. Une grosse édition va très bien fonctionner dans l'économie du livre aujourd'hui. Les petites maisons d'édition aujourd'hui, elles ont intérêt à avoir hérité d'un gros paxon de leurs grands-parents. Parce que ça engage énormément de sous avec très peu de marge de profitabilité en bout de course. C'est une grosse prise de risque. Et c'est ça, c'est une énorme prise de risque. Nous, on a décidé, et puis c'est une décision qu'on remet en question régulièrement, on a décidé qu'on ne voulait pas embarquer dans le jeu de la diffusion et de la distribution pour toutes sortes de raisons, qui demanderaient à produire plus, qui demanderaient à être dans les embarquer clous. dans ce système justement du camion et puis de... Donc on Est-ce que c'est une préfère concession se qu'on est prêt à développer. faire ou pas? Non, a priori non. Moi, il me faudrait des gros arguments en face pour pouvoir me convaincre. Puis même, ça va jusqu'au point où on regarde éventuellement pour, c'est quoi les possibilités de subvention pour une maison d'édition en France. Eh bien, si tu n'es pas diffusé, distribué, tu n'as pas le droit à des subventions. C'est Ouais, c'est une des premières conditions qui est donnée par le CNL, par l'ALCA. Le CNL, c'est le Centre national du livre. L'ALCA, c'est Aquitaine, livre, cinéma, art, je ne sais pas trop Je quoi. sais là. plus. Et, Audiovisuel. Audiovisuel, oui. Donc, si on veut des subventions de ces gens-là, il faut avoir un... Donc, il y a un maillage entre l'État, la machine gouvernementale et l'industrie privée qui, moi, personnellement, avec mes convictions politiques, ça me fait un petit peu peur, Et surtout qu'il ce maillage-là. nous ferme toutes les portes en fait. Alors qu'a priori, la manière dont on fait du livre, notre manière de faire les livres, non seulement elle menace absolument pas l'industrie, et en plus de ça, moi, comment dire, j'ai du respect aussi pour l'industrie du livre. Elle m'a fait découvrir des tas de chefs-d'œuvre Oui, en fait. c'est sûr. Mais c'est juste que moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Mais pour autant, on est traité Comme par ça, cette t'es dépouillé, systémie, on se fait écraser sous une chaussure, et puis alors là, pour essayer de nous sortir la tête de l'eau, du coup, on est complètement exclus. À partir de maintenant, les livres qu'on va faire vont être référencés. Ce que ça veut dire, c'est que les libraires les auront pas plus entre les mains. Sauf que le client qui va se présenter chez n'importe quel libraire en France, qui va dire « Moi, je veux Sous les reflets » ou sur les îles du Chaos ou les prochains, le libraire va pouvoir le commander et on va ajuster notre site très bientôt pour avoir une section libraire où ils vont pouvoir acheter avec leur remise de libraire plutôt que... On va simplifier le processus. Mais ça, c'est l'occasion aussi de souligner que le site web, c'est nous aussi qui le faisons. On fait vraiment tout à nous deux. Tout de A à Z. Ouais, on est en DIY. On va revenir tout à l'heure un petit peu sur ce sujet de la diffusion, référencement, diffusion, distribution, pour essayer de bien clarifier ça pour les auditeurs. Là, on vient de parler aussi donc, du livre comme objet. Mais évidemment, ce livre-objet, il contient un texte aussi. Donc, finalement, chez Le Buvard, qu'est-ce que vous publiez? Et comment vous choisissez les textes que vous publiez? Et qu'est-ce que vous publiez aujourd'hui? Alors, ce qui nous plaît le plus dans la littérature, c'est la littérature qui est généreuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tournée vers soi-même. C'est, par exemple, moi, il y a un commentaire de lectrice dans une rencontre littéraire à laquelle Michel participait. Et moi, j'étais évidemment la groupie dans le public. Et il y a une lectrice donc chacun parlait de ses livres, et une lectrice a dit « Moi, j'ai adoré ce livre parce que je me suis reconnue dedans. » Et moi, j'étais là, mais c'était à m'arracher les cheveux. Je me suis dit, mais c'est pas ça, la vertu de la littérature. C'est de découvrir, justement, c'est d'être... D'aller vers l'autre. Et puis, ça me fait penser aussi à un commentaire d'Annie Laferrière, dans une édition de Étonnant Voyageur, qui avait dit... mais lire, c'est faire le pari, en fait. C'est se laisser prendre par la main par l'auteur et dire, ok, je ferme les yeux et tu m'emmènes en voyage. Et quand je dis voyage, c'est pas forcément aller à Pétaouchnok. Un bouquin, il n'est pas obligé de se passer dans un monde féerique ou à l'autre bout du monde. Mais c'est s'abandonner, en fait, dans les mains de quelqu'un et dire, ben voilà, j'y vais, je pars à la découverte, et puis je me glisse dans ta peau pour comprendre quel est ton univers, quelles sont les émotions que tu veux me donner, et j'accepte de les recevoir. Et donc, tout ça pour dire que nous, ce qui nous... en fait, la ligne éditoriale du Buvard, elle est partie non pas d'une volonté de faire quelque chose,
mais d'une volonté de ne pas faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'en filigrane, la ligne éditoriale a transparu. De ne pas faire quoi? Et ce qu'on De voulait ne pas pas faire faire... des livres qui se regardent eux-mêmes. Il y a tout un pan de la littérature, en ce moment, de la littérature contemporaine, qui, je crois, a la fâcheuse tendance à se gratter le bobo sur le nombril. L'auteur ou les autrices, gardons le masculin qui englobe tous les genres, là, parce que je voudrais pas, même si dans ce que je vais dire là, c'est surtout les autrices, j'ai l'impression, qui ont ce problème-là, mais les auteurs ont tendance à se regarder le nombril, à gratter un peu, pour dire « Ah, on est mal, oh, ça saigne, il faut que j'arrête de gratter, oh non, je gratte. » Espèce de truc qui se regardent vivre. Pour moi, comme Pauline vient de le dire... moi, j'ai envie de leur donner des vrais problèmes, en fait. Ben, c'est ça. J'ai envie de leur faire mal pour dire, ben, regarde, au moins, t'auras quelque chose, t'auras une bonne raison de chialer. Non, mais je trouve ça vachement insultant pour tous les gens qui ont des vrais problèmes, des vraies questions identitaires, des questions, mais j'ai pas envie de citer d'exemples parce qu'il y en a trop et parce que forcément, ça pourrait être insultant pour tous ceux qui sont pas cités. Mais on vit dans un monde qui est complètement taré sous des tas d'aspects et qui est aussi magnifique sous d'autres aspects. Mais moi, j'aime bien... Justement, au buvard, on veut qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. C'est-à-dire que les auteurs qu'on va valoriser, qu'on va pousser et à qui on va donner le plus de visibilité possible avec nos petits moyens, ça va être justement des auteurs qui ne sont pas hypocrites, qui osent justement tomber le masque et qui se jettent vraiment à poil dans le monde, en fait. Et qui ont une posture par rapport à ce monde-là. Oui, de l'humilité. D'une part, mais aussi un regard. En tant qu'auteur, je pense pas que l'auteur soit nécessairement là pour parler de lui. Évidemment qu'il y a des parties de l'auteur qui transparaissent dans le texte. Ça fait partie de la littérature, ça fait partie de l'engagement littéraire. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie... Comment dire? J'ai envie de lire des romans ou de la poésie qui regardent le monde et qui me le décrivent via le prisme de la sensibilité de l'auteur. Oui, il y a un côté un peu sociologique là-dedans. Oui. Mais qu'on peut pas appeler sociologique. Non, c'est pas de la sociologie, vraiment, mais parce que c'est pas scientifique. Mais bon, ça, c'est un des premiers critères. C'est un peu l'aspect conciliation du réel dont vous parlez, qui est à l'origine aussi finalement, ce que j'entends, moi, c'est que ce que vous faisiez dans votre démarche in situ, de dire on va saisir un instant, on va saisir un moment, et les gens ils vont écrire ce moment et on va le saisir et on va le figer sur des pages d'un livre. Finalement, c'est ça que vous recherchez aussi. Ça déborde sur la littérature. Dans les textes que vous saisissez, que vous choisissez, c'est-à-dire des auteurs dont vous avez l'impression qu'effectivement, ils vous donnent à voir une perspective sur le monde authentique, différente, mais c'est authentique. Ça, c'est exactement ça. D'accord. Mais on est toujours en mouvement là-dessus aussi, on est toujours en réflexion. Et là, aujourd'hui, on se rend compte, ça fait 5 ans que la maison d'édition existe, le comment faire est assez stable. Oui, même s'il évolue toujours, on sait où on s'en va. Et on est très conscient, très au courant de notre radicalité quant à la manière de faire. Et là, dernièrement, on se disait, peut-être qu'on pourrait avoir des manuscrits qui sont un peu plus en équation avec cette radicalité-là. On réfléchit toujours. Qui bouscule, en fait. C'est-à-dire avoir des textes qui bousculent autant que la forme du bouquin bouscule. Et puis, de toute façon, les 3 romans qu'on a faits, et les 2 recueils de poésie qu'on a faits, correspondent, c'est un peu le cas, déjà. correspondent à ce qu'on cherche. Et là, on se disait récemment, bon, OK, et si on tentait l'expérience du roman noir? Tu vois? Si on tentait d'aller chercher des manuscrits qui seraient plus sombres encore, qui seraient plus noirs que ce qu'on a publié jusqu'à maintenant. Donc, à bon entendeur, si vous avez des manuscrits de romans noirs, vous pouvez nous les envoyer. Mais il faudrait que ce soit un roman noir qui rentre dans le cadre du buvard. Oui, bien sûr. Qui ne ressemble pas à ce qui se fait chez Rivage, par exemple. Un roman noir qui sort toute l'année. Oui, exact, c'est ça. Exact. Donc, tout ça, c'est toujours en réflexion, c'est toujours en mouvement. Je pense qu'on est très ouvert. Et alors, concrètement, quand vous recevez un manuscrit, comment ça se passe? Vraiment, votre expérience d'éditeur, en quoi ça consiste, en fait, quand vous recevez un manuscrit? Généralement, on le lit chacun de notre côté. Le premier qui est dans le livre tombe des mains, va vers l'autre en disant « Qu'est-ce que t'en penses? » Et puis malheureusement, c'est con à dire, mais malheureusement, avant de dire ce que je vais dire là, je vais expliquer que pour nous, un roman, ou peu importe le type de livre, pour nous, un manuscrit, ça se travaille. Il y a une quantité de travail X qui va être à donner par nous deux et l'auteur pour faire avancer le texte encore plus loin que ce que même l'auteur peut imaginer.
Pour moi, c'est ça la fonction de l'éditeur. C'est un ou deux premiers lecteurs qui vont saisir à la lecture ce qui pourrait faire que le texte aille encore plus loin. Donc tu veux dire qu'il ne s'agit pas juste d'évaluer ce qu'est le texte, mais d'évaluer ce qu'il pourrait devenir. Ah Ouais, oui. ben, et je Ça va compare... beaucoup plus loin que le j'aime pas. Ouais. Alors Et ça, c'est... Moi, je compare ça souvent au sport. Un athlète, lorsqu'il tombe entre les mains d'un entraîneur, l'entraîneur, ce qu'il va regarder, c'est les performances de l'athlète au moment où il le rencontre, mais ce qu'il va surtout regarder, c'est jusqu'où je peux l'emmener. C'est quoi le travail que je vais avoir à faire en tant qu'entraîneur pour amener cet athlète-là au plus haut niveau? Alors moi, quand je lis un manuscrit, puis je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je lis un manuscrit et que je vois qu'il va y avoir 2000 heures de boulot pour peut-être arriver à un résultat, j'ai tendance à me dire, ben, ça vaut peut-être pas le coup. Ça vaut peut-être pas le coup, ni pour moi, ni pour Pauline, ni pour l'auteur. Les 3 romans qu'on a publiés jusqu'à maintenant et les 2 recueils de poésie qu'on a publiés jusqu'à maintenant, ben, ça a été des coups de cœur, déjà en partant, et la certitude qu'avec du travail, le texte pourrait se rendre encore plus loin. Donc le travail à faire et le travail fait n'a pas été le même sur les 5 bouquins. Non. Il n'a pas du tout été le même sur les 5 bouquins. Il y en a, je n'aurais pas dit. 5 auteurs totalement différents. Déjà au niveau de la plume, parce que même si on a une idée assez claire de ce qu'on cherche dans un texte, ça ne veut pas dire qu'on a une vision standardisée. Les 5 textes qu'on a publiés sont très différents les uns des autres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quel travail? Le type de travail, par exemple, dans ton roman à toi, il y avait une question structurelle qu'on t'avait suggérée, qui t'avait plu, et du coup, t'avais retravaillé le texte dans ce sens-là. Et selon nous, ça... C'était... Concrètement, il y avait 2 chapitres à inverser. En fait. C'est ça, Demandé exact. d'inverser 2 chapitres pour... parce que l'idée, c'était que le texte serait moins ambigu et plus Plus puissant, ouvert. C'est ça. plus ouvert si on inversait... Avec Vianney. Vianney, il n'y a pas eu grand-chose. Avec Vianney, il y a surtout eu certaines blagues qui allaient trop loin. Vianney, Il est très caustique. oui, ce roman est très caustique et des fois ça allait trop loin. Je me suis dit, oh putain, là, il y a les féministes qui vont nous tomber dessus. Et puis moi-même, en tant que femme, je suis désolée, mais là, moi, je pose ma limite, quoi. Elle est loin, ma limite, parce que bon, je comprends qu'il y ait de l'humour et tout ça, mais là, il y avait une ou deux vannes, ça allait beaucoup trop loin pour qu'on publie ça. Et avec Maud... Et puis, par contre, j'ai pas fini, il y avait un gros travail de mise en page qu'on lui a proposé et qu'il a vachement apprécié et qui a donné le livre qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a 4 ou 5 polices. Donc le livre, c'est... La musique des ombres de Vianney Galland. Il y a tout un travail de grosseur de police et de type de police. Je pense qu'il y a 5 polices dedans, 5 ou 6 polices. Je sais plus. Puis Maud, oui, là aussi, il y avait un travail structurel, mais pas en termes d'inversion de chapitre. c'était en termes de narration. En termes de narration, parce que c'est un roman choral. Et au départ, il y avait 2 personnages, donc Frédéric et Daniel. Ouais. Et chacun leur tour racontait où ils en étaient. Voilà. Et non, c'était pas eux qui racontaient, c'était pas la première personne, je sais plus. Je sais plus. Ah, c'est à la première personne. Là. Oh, oui. Si, c'est la première personne. Sauf que les chapitres n'étaient pas identifiés. Elle ne nous disait pas qui parlait, par exemple. Oui. Et les histoires se chevauchaient souvent. Donc ça devenait, à un moment donné, on ne savait plus ce qui se passait. Des fois, c'était pas évident. Et puis, à nos yeux, il manquait un 3e personnage. Et il se trouve que dans le récit, il y avait des jumeaux qui apparaissaient et qui, il se trouve, font le lien entre les 2 personnages principaux. Et on s'est dit, mais voilà, ta 3e voix, on lui a proposé ça. Cette 3e voix, tu l'as en fait avec cette paire de jumeaux qui en plus sont très différents l'un de l'autre. Et qui sont partis en voyage pendant tout le temps de l'action. Donc c'est une relation épistolaire. Et qui apporte un regard extérieur sur les 2 personnages principaux. Et quand on lui a fait cette proposition, elle a dit « Waouh, c'est génial, c'est comme si on avait une œuvre en 2D, puis pof, ça lui donne une 3e dimension, là. » Et tout de suite, le roman, il devient... Mais c'est ce genre de travail-là qu'on aime faire avec les auteurs. C'est les 3 exemples qu'on vient de donner là, c'est ce genre de travail-là. Après, quand il est question de corriger les fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire, c'est moins fun. C'est moins fun. Et surtout, on a déjà lu le bouquin 10 fois, et si en 10 fois de lecture, chacun, on n'a pas repéré une faute, c'est qu'on la verra pas. Donc là, ils vont faire appel à des amis ou à la famille pour faire la correction. Merci, maman. Vous avez mentionné le fait que les textes trop nombrilistes, ça vous intéresse pas. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, d'autres types de textes ou d'autres
défauts de plume ou j'en sais rien qui sont rédhibitoires pour vous, qui quand vous lisez un texte, ça vous fait vous dire ah bah là, vraiment non quoi. Non, moi, j'ai rien qui me vient. Mhm. Même dans les genres, tu vois, c'est chouette que tu reviennes là-dessus parce que tout à l'heure on parlait de consignation du réel. Mhm. Et la consignation du réel, pour moi, elle n'est pas forcément ancrée dans le roman social ou dans l'ultra contemporain et tout ça. Par exemple, pour moi, Dune, il fait de la consignation du réel, alors que c'est de la science-fiction Mhm. et que ça se passe, On sait même pas quand. on sait même pas quand, et Mhm. sur des planètes qu'on connaît même pas, et ainsi de suite. Et c'est pour dire que non, il y a ni de tic d'écriture, ni de genre auquel on se ferme en fait. Mhm. Alors c'est peut-être difficile à définir, mais du coup, c'est quoi cette consignation du réel dont tu parles? Parce que tu me dis dans Dune, en fait, il nous parle Ben, du Dune, réel. ce qui est intéressant de Dune, c'est que dans cet univers futuriste et extraplanétaire, il nous parle quand même encore des rapports de force et des rapports sociaux qu'on vivait à l'époque où ça a été écrit et qu'on vit encore. Mhm. Oui, moi ce que j'adore de ce roman, c'est il est multicouche. Mm. T'as la quête initiatique du personnage, t'as les relations qu'il entretient avec ses parents. Lui, en tant que, comment on dit, que noble, Mhm. il a une pression à être, quelque chose que lui, en tant qu'individu, n'est pas forcément. Et il y a toute l'industrie de, comment on appelle ça, c'est plus le soul, C'est le sable, mais en gros la drogue. Ouais. Voilà, L'épice. l'épice. Mhm. Il y a tout le marché de l'épice qui, bon, ben, Qui est là, c'est une qui métaphore représente. de la consommation de drogue. Et de l'industrie en général. Exact. Qui aura le contrôle sur les pistes va avoir le pouvoir. Ouais, et du coup, tu as tout un système interstellaire. Enfin, en gros, on part du tout petit pour aller jusqu'au gigantesque. Mm. Et tout ça est complètement entremêlé et va déterminer les comportements des uns et des autres. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment fantastique dans ce roman. Et c'est pour ça qu'il y a, bien qu'il soit de science-fiction, il renvoie tout de suite à des références qui sont les nôtres. Mm. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler, je sais plus, enfin, j'ai pas vraiment d'exemple qui me vient directement en tête, mais on peut tout de suite, tout au long du livre, on peut toujours faire des parallèles avec notre propre expérience. Ouais, ça t'aide quand même, en fait, ça t'aide à penser ta propre réalité ou C'est le ça. monde qui t'entoure. Ouais. C'est ça, avec, comment on appelle ça, la colonisation. Je me souviens aussi, il y a un moment où ils vont justement dans le désert pour aller découvrir des nouveaux territoires. Et il y avait ça aussi, où ils excluent des populations de leur territoire Je pense pour que aller oui, pour exploiter installer, ouais, le c'est sable, ça. pour aller Ouais. récolter l'épice. Mm. Bah ça, si c'est pas une métaphore de la colonisation ou de ce qui se fait encore aujourd'hui en Afrique, en Amérique du Sud, en Ouais. Asie, on est complètement là-dedans encore aujourd'hui. L'épice, il a été dit par des critiques que c'était une métaphore de la cocaïne, je crois. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est une métaphore de ce dont on a besoin pour fabriquer des... Ouais, de tout ce dont on est dépendant. Mais complètement. Du Métaphore silicium. du silicium, métaphore du pétrole. J'entendais Ouais. hier une émission sur les forages de pétrole en Afrique où c'est exactement ce que tu viens d'évoquer encore. Alors Mhm. que voilà, on sait qu'il ne faut plus en faire. Et il y a des projets de méga forages qui ont lieu et on exproprie les gens. Mm. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est du génie, en fait, par cette métaphore, d'avoir réussi à dénoncer une systémie qui se reproduit sur plein de sphères, en fait, sociales, politiques, économiques, et encore aujourd'hui, et puis malheureusement, encore dans 20 ans encore après, et ainsi de suite, quoi. Alors, en fait, est-ce que le réel, c'est l'universel du coup? Il y a de ça. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a de ça, oui, dans la systémie, je pense. Mhm. Dans la façon dont on est socialisé, dont on intègre des manières d'être traité et de traiter les autres, en fait. De considérer nos interactions, à mon avis. Moi, oui, oui, je suis d'accord. Une fois que le livre est produit, que le texte est sélectionné, qu'il est créé, qu'il est mis en page, qu'il est fabriqué sous forme de bouquin, mais c'est quoi la suite? Alors, il y a le On en contrat. cherche un autre. Alors, Non, mais déjà, il y a tout l'aspect administratif, formel. Ouais. Il y a le contrat avec l'auteur, ou les auteurs. Là, en l'occurrence, ça va être les auteurs, là, pour le dernier. Il y a l'ISBN et la déclaration à la BNF. à quoi ça consiste ça, l'ISBN? L'ISBN, c'est le code qu'il y a toujours sous les codes barres. Ça, en fait, c'est le numéro d'identité de chaque livre. C'est jamais le même. C'est Et un ça- système international, en fait, que si n'importe qui flash, ça l'amène à la page pas de référencement, là, mais à la Bibliothèque nationale où il est déposé, quoi. Ouais. Ça, c'est peut-être une chose que les gens ne savent pas, mais en fait, tous les textes qui sont écrits et publiés sous une forme ou sous une autre sont censés être déclarés et Ouais. enregistrés C'est la loi. auprès de la La Bibliothèque BNF, ouais. nationale de France. Ouais. C'est la loi. Et donc, ils se voient attribuer un ISBN à ce moment-là, Ouais. qui est Ouais. leur code d'identification d'identité. Ouais, Ouais. c'est pour que il reste à terme des archives de tout ce qui a été publié et pour
recenser tout le patrimoine livresque, et même il y a les revues aussi. Oui, il a vu. Mais tu Tout vois, ce qui est imprimé en je me France. souviens plus par cœur de ce que chaque chiffre veut dire, là, mais je me souviens que, par exemple, que le 978, qui démarre tous les ISBN dans le monde, ça veut dire que c'est un bouquin. D'accord. Les trois premiers chiffres nous indiquent de quel objet il s'agit. Ah d'accord. Tous les codes barres de bouquins commencent par 978. Partout dans le monde, tous les codes barres de bouquins commencent par 978. Après le 2491, je pense que c'est l'identification du pays d'où il vient. Et les trois autres chiffres, dans le cas, c'est 113. En tout cas, je ne sais plus c'est lesquels exactement. Mais nous, par exemple, le buvard, tous nos ISBN, il y a des chiffres qui se reproduisent. Je pense que c'est 2491, effectivement. Ouais, ça c'est nous. Je pense que ça, c'est nous. Donc en fait, même quand on veut être radicalement indépendant, on est quand même obligé Ah ben oui. de montrer patte blanche À moins de décider d'être complètement illégal. Ouais, mais moi je trouve ça pas mal en fait, parce que ça laisse une trace de tout ce qui a été fait. Et ça veut dire que nous, si on veut aller chercher ce qui a été fait avant nous, on y a accès aussi, quoi. Oui, par exemple, on a fait un livre en 2022 qui est un petit pamphlet de une trentaine de pages qui s'appelle Le déterrement de Milton. C'est un Anglais à la fin du 18e siècle qui a témoigné du jour où des notables du cimetière où est enterré John Milton ont décidé de creuser pour aller chercher, s'assurer que c'était bien John Milton pour faire une Parce plaque. qu'en fait, ils allaient faire des travaux dans l'église, ils voulaient faire un mausolée. C'était pas dans un cimetière, c'était dans une église. Dans une église, oui. Ils voulaient lui dresser un autel en fait. Et pour ça, comme c'était pas le seul qui était enterré là, ils ont dit merde. En plus, il y a eu des travaux avant. Oups, il est où? Il est là, il est sous le chœur ou il est sous le banc, sous les bancs. Et donc, le seul moyen de le savoir, ça a été de creuser. Et donc, ils ont creusé là où c'était le plus probable. Ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont complètement démantelé et vendu au marché noir Ils l'ont pour les pris reliques. ils ont pris des dents, des cheveux, des côtes pour vendre des reliques. Et il y a ce monsieur Philippe Nive qui a témoigné de ça et qui a relaté tout ça. Et c'était en vieil anglais. Et moi, je me suis éclatée à voir ça. Et du coup, je l'ai traduit. Et puis, on l'a publié l'année dernière. Une fois que le texte est enregistré à la BNF, se pose pour l'éditeur le problème du référencement, de la diffusion et de la distribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces trois opérations? Bon, le référencement, c'est une inscription. En France, il y a deux organes de référencement. Il y a Dilicom et il y a Electre. Et les deux sont complets. Tu n'es pas obligé d'être sur les deux. Tu choisis un des deux. Nous, comme Electre a ouvert sa disponibilité aux petits éditeurs, maintenant, on référence chez Electre. En gros, ce que ça veut dire, c'est que le livre est sur une banque de données accessible à tous les libraires. Donc, les libraires, si un client, encore une fois, se présente dans une librairie, dit « Ouais, j'ai le professeur de ma fille qui a écrit un roman, j'aimerais bien le livre, il s'appelle Vendassi. » N'importe quel libraire en France va taper Vendassi, puis il va tomber Sous les reflets. Donc, pour pouvoir le commander. Parce que Sous les reflets est référencé maintenant. Le livre est référencé dans une base de données auxquelles ont accès et qu'utilisent en fait les libraires pour se simplifier Exactement. Leur travail. Quoi. Donc, de manière générale, ce référencement-là les dirige vers un distributeur. Un distributeur, en gros, c'est un gros entrepôt qui s'assure d'avoir en stock des exemplaires de tous les livres des éditeurs qu'il représente. Donc, quand le libraire va commander le livre, il va généralement le commander chez un distributeur qui lui fait la livraison. Et là, il y a tout un système de trésorerie qui est très complexe, en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est de l'achat-rachat. Donc, le libraire, quand il commande un livre chez le distributeur, il le paye. Et s'il le retourne en moins de 3 mois, Si le livre n'est pas vendu et que le libraire le retourne au distributeur, il n'est pas remboursé. Il y a une note de crédit chez ce distributeur-là. Donc, ça fait des trésoreries et des comptabilités qui sont extrêmement complexes. Là, nous, comme on n'a pas de distributeur, le libraire qui va vouloir commander le livre va nous le commander directement. Et la diffusion, elle, là-dedans, c'est généralement un intermédiaire entre le libraire et le distributeur. Quand tu une maison d'édition qui fonctionne dans les clous comme classique, l'éditeur va se trouver un contrat, généralement diffusion-distribution. Va aller, je sais pas, moi, chez Volumen ou chez Belles Lettres, chez peu importe qui, là, pour signer un contrat diffusion-distribution. Ça coûte un certain pourcentage du prix du livre qui est très élevé. Et la diffusion, elle consiste en la communication autour du livre.
Et c'est pas uniquement la promotion, c'est... Non, il y a des commerciaux qui travaillent chez les diffuseurs, qui passent dans les librairies à toutes les saisons ou à tous les mois, ça dépend de la qualité de clients qu'ils ont avec leur libraire, et qui vont proposer les catalogues du mois de la saison suivante. Ils vont dire, oui, j'arrive chez vous en mai, ben, en septembre, j'ai un Welbeck, j'ai un ci, j'ai un ça, et là, le libraire passe des commandes. Il dit, ben, ton Welbeck, j'en veux 50 exemplaires. Donc, tu vois, Donc finalement, la distribution, c'est un peu la dimension logistique. la distribution, c'est un camion, Que, c'est un entrepôt, un camion. C'est l'entrepôt qui envoie les livres. Et la diffusion, c'est C'est la la partie vente. commerciale. Voilà. C'est la vente, c'est la promotion. Exact. Et on s'assure que justement le lien entre l'entrepôt et les librairies finalement se fasse. Ouais. Ouais, c'est ça. Malheureusement, Mhm. et pour l'avoir vécu moi-même, je n'aimerais pas de nom, ni de maison, ni de... Il y a énormément de livres qui sont publiés en France ou en francophonie qui ne voient jamais une tablette de librairie. Comment ça se peut? Ben, moi, ma maison d'édition au Québec, j'avais pas des gros tirages, j'étais pas une grosse maison d'édition, mais je m'étais entendu avec le diffuseur comme de quoi je leur fournissais 600 exemplaires de chacun des titres pour qu'ils puissent en vendre. Les livres se vendaient à peu près 7 €. En France, c'était des petits livres, genre livres de poche. Le commercial, il est payé à pourcentage. Lui. Il est payé, il y a un petit fixe, puis il fait son beurre sur le pourcentage des ventes qu'il fait. Ben, le calcul est très simple à faire. Il y a 400 exemplaires d'un livre qui se vend 7 €. Lui, son pourcentage, c'est 14%. Donc, ça veut dire à peu près 80 centimes. Hein? Par exemple, sur ce livre-là. Donc, 80 centimes x 400, ça fait à peu près 320 balles, si je calcule bien. Donc, le plus qu'il peut faire si tous les livres qu'il a en stock se vendent, c'est 320 balles. Le même diffuseur a, par exemple, les éditions du Seuil. Et il va sortir le prochain James Ellroy, qui va se vendre en France à 50 000 exemplaires, à 32 € l'exemplaire. Quand le commercial rentre dans une librairie, et je vous avoue, je ferai pareil, tu rentres dans une librairie, qu'est-ce que tu vas vendre à ton libraire? Le James Ellroy. Celui qui rapporte le plus. Celui qui va rapporter le plus, tant pour le libraire que pour le commercial, que pour le diffuseur, que pour le distributeur, que pour l'éditeur. Et le temps d'un commercial dans une librairie est court. Les gros diffuseurs vont avoir 1 heure par saison pour présenter leur catalogue suivant. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La toute petite maison d'édition de fonds de catalogue, Comme nous. si on était diffusé, distribué, le commercial n'en parlera même pas, il n'aura pas le temps d'en parler. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de commande de toute façon. Du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, le système privilégie forcément les gros volumes, Ben oui. et que le système dont vous avez parlé tout à l'heure des crédits aux distributeurs permet aussi de fidéliser les libraires sur des bouquins. C'est-à-dire qu'une fois que... Le verbe fidéliser pourrait être on pourrait dire enchaîné. Ouais, parce que c'est que justement, une fois en fait que le diffuseur, que le commercial en fait a bien fait son travail et donc qu'il a réussi à capter une partie de l'argent de la librairie, avec le système des crédits, ça permet de s'assurer que ce flux d'argent continuera à venir toujours au même distributeur et donc à la même maison d'édition. Peut-être pas nécessairement la même maison d'édition, mais en tout cas certainement le même diffuseur. Parce que les gros diffuseurs, ils ont des centaines de maisons d'édition dans leur catalogue. D'accord. Donc, c'est pas nécessairement la même maison c'est d'édition. pas forcément la même maison d'édition. Ça, et là-dessus, nous, comment est-ce qu'on s'inscrit là-dedans? Eh ben, on s'inscrit pas. Déjà parce qu'on n'est ni diffusé ni distribué, et aussi parce que pour travailler directement avec les libraires, c'est très compliqué. Parce que il faudrait que nous, de notre côté, et eux, de leur côté, on tienne des registres en fait, des bouquins qu'on met en dépôt dans les librairies, qu'on les appelle régulièrement pour savoir ce qu'ils ont vendu, qui nous payent notre part en fait, sur les livres. Eux, ils gardent 30% du prix du livre. Mais ce qu'il faut dire avant ça, excuse-moi, je t'interromps, mais on reviendra tout de suite, c'est que tout ce système dont on vient de parler là, il est informatisé et interrelié. Donc, quand tu arrives, toi, avec ton petit dépôt de consignation, ils ne peuvent pas te rentrer dans ce système informatique-là. Oui. Donc, tu es en parallèle du système informatique, et même s'ils vendent tous les exemplaires que tu as mis en dépôt, il n'y a rien qui va leur indiquer qu'il faut qu'ils te rappellent pour te dire qu'ils les ont vendus. Et quand toi, tu les appelles pour leur dire « Bonjour, j'ai déposé tant de bouquins chez vous à telle date, j'appelais pour venir prendre des comptes. » Qu'est-ce que tu les fais chier? Parce que donc ce que tu es en train de dire, c'est que la mise en dépôt, c'est de l'alternative. Complètement. C'est-à-dire que si on passe pas par le diffuseur, le distributeur selon le système classique, l'autre façon de faire, c'est la mise en dépôt. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la maison d'édition... Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer la mise en dépôt en fait? On va donner l'exemple de notre meilleure mise en dépôt.
Oui. La mauvaise réputation à Bordeaux, c'est un ami qui est copropriétaire de cette librairie-là. Nous, à chaque fois qu'on sort un bouquin, on vend. Sauf là parce qu'on les On oublie. les a oubliés, on est tellement professionnels. On a un livre qui sort aujourd'hui, qui est sorti hier, mais on l'a oublié. Mais anyway. On amène un certain nombre. Généralement, on appelle avant. Bon, on vient de sortir ça. T'en veux combien d'exemplaires? Ils vont nous dire 5, 10, 15, 20. Et on va apporter des exemplaires. On signe un bon de dépôt pour avoir une trace écrite de l'échange. Et généralement, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, ben là, à moins qu'ils les vendent tous très rapidement, là, ça va arriver que ce soit lui qui dise « Hey, je les ai tous vendus, c'est un bon coup, ramenez-moi 20 ». C'est arrivé une fois avec Carnet des routes de Ludovic Tranier. Et donc, c'est ça. Donc là, nous, on vérifie avec lui s'il a vendu des exemplaires des livres qu'on a en dépôt chez lui. Et si oui, est-ce que tu en veux d'autres? Je t'envoie une facture. Tu vois, c'est un... Mais donc, quand le livre est en dépôt, c'est-à-dire que le libraire, il a acheté les exemplaires? Non. C'est bien ça. Non. C'est qu'en fait, il a C'est pas en acheté consignation. les C'est ça. il- Lui, il a le consigne. bouquin. S'il le vend, il se garde 30% et il nous reverse 70%. Et nous, après, on reverse au moins 10% à l'auteur. Mhm. Et parce que après, nous, avec l'argent restant, ben, on fabrique les bouquins suivants. Et donc, c'est ça qui est compliqué pour la maison d'édition, c'est qu'il faut savoir où on a déposé les bouquins. D'une part, Et il faut faire des le suivi de suivis. quels bouquins ont été vendus. Et comme aux c'est- libraires. Et comme c'est complexe pour les libraires, Ouais. ils ont souvent, quand c'est pas des bons amis comme la mauvaise réputation, Mhm. tendance à ne pas répondre aux appels. Oui, et c'est arrivé souvent que des libraires, parce qu'on a fait notre tournée de librairie en France, on a visité beaucoup, en présentant nos bouquins, ils ont dit « Waouh, c'est génial ce que vous faites, alors ça m'intéresse ». Il y en a plein qui nous ont dit ça et qui nous ont jamais rappelé derrière parce que c'est trop de travail pour eux en fait. Mhm. De devoir gérer ça, quelque part, c'est plus leur métier en fait. Et donc nous, on arrive et puis on vient les embêter quoi. Et puis quand on rappelle 3 mois après pour savoir combien ils en ont vendu et donc incidemment pour être payé s'ils en ont vendu, très souvent, ils répondent même pas aux mails. Ouais. Et là, on a des livres encore en ce moment dans certaines librairies en France qu'on va falloir y aller directement à la librairie puis dire on reprend nos bouquins. Ah bon, on les a plus, ben voilà, vous nous devez tant. Ouais. Parce qu'ils répondent pas, ça fait 2 ans. Ouais. Et ça, quand tu dis ça, c'est une librairie. Mm. Si on en veut 30, mettons, ou 40 librairies, ben ce problème-là, tu le multiplies par 30 ou 40. Ouais. Oui, et puis c'est un métier à part entière. Et c'est un métier. Quoi. Du coup, on comprend pourquoi le système de la diffusion et de la distribution présente aussi des avantages. Quoi. Oui, il Ouais. présente des avantages, sauf que nous, on n'a pas les moyens. Ouais. Les exigences de quantité que les diffuseurs imposent signifient des investissements importants de la part des éditeurs qui sont les seuls à Non, prendre le ce qui est risque. vraiment le plus pertinent pour une structure comme la nôtre, c'est l'achat ferme. C'est-à-dire qu'une maison Les libraires. une librairie, pardon, je commence à fatiguer, achète le bouquin avec sa remise, elle en prend pas 50 parce que là du coup c'est elle qui assume le risque, et ensuite nous elle nous a payé, on n'en parle plus en fait, nous on rentre ça dans des livres de compte et puis on n'en parle plus. Et elle aussi, et puis après si elle le vend, tant mieux pour elle, et si elle le vend pas, au moins elle a limité la casse quoi. Mhm. Et ça pour nous c'est vraiment l'idéal. Ouais. Donc c'est Ça pour ça arrive qu'il pas faut... très souvent. C'est pour ça que oui, on est content quand ça arrive. Ouais. Et il faut qu'on soit qu'on communique un peu plus là-dessus via notre site web. Parce Mais que c'est un travail, c'est un gros travail en soi. Mm. Donc pour nous, ce qui est le plus simple, vraiment, c'est de faire, surtout depuis que les livres vont être référencés, c'est de faire la com du mieux qu'on peut via les moyens qu'on a, les réseaux sociaux, la newsletter, etc., d'inviter les gens à acheter en ligne sur notre plateforme de vente, continuer à faire comme on faisait, mais le faire de manière de plus en plus intensive, mais leur dire aussi que s'ils veulent absolument acheter le livre chez leur libraire, ils peuvent y aller, puis le libraire peut commander. Mm. Ça va être la nouvelle Ouais. parce que les livres vont être référencés, ça va être possible, et ça évite un paquet de problèmes. Ouais. Un paquet de problèmes d'envoi, parce que si on envoie des bouquins dans une librairie, il faut payer le transport. Mm. Donc, si les livres ne se vendent pas, puis qu'il y a un retour, il faut repayer le transport. Ouais, nous, tout de Donc, suite, si on la perd, part, ça a la plus de part sens. éditeur, on l'a plus. Donc, Ça, ça y est, ça... je dis nous, mais moi, je pense que le fait de pousser la vente en ligne et de permettre aux libraires de commander, je pense que c'est un peu le meilleur équilibre. Si un client va, je reprends l'exemple de ton livre, si un client va, je sais pas moi, peu importe la librairie, il va dans une librairie, il dit moi je veux acheter Sous les reflets de Pierre Mendacci, le libraire dit ok, parfait, il est 20 balles. Le client va payer son 20 balles, le livre va arriver dans une semaine.
Donc, le libraire va nous envoyer une commande. Nous, on va facturer 12 balles 14 balles au libraire. On va lui envoyer le bouquin. Et lui, quand le bouquin va arriver, il va appeler son client, il va dire « Ouais, Sous les reflets est arrivé. » Et Ça marche bien comme ça. je pense que c'est la meilleure manière. Et si il y a, à un moment donné, 3, 4, 5, 6, 7, 10 clients dans la même librairie qui vont chercher Sous les reflets de Pierre Landassi, l'espoir, c'est de dire que quand ça va être rendu au 4e ou 5e commande, à la 4e ou 5e commande, moi, je ne me gênerais pas pour dire au libraire, t'as pas envie d'en prendre 3, 4 en ferme? Comme ça, tu pourras servir tes clients directement. Et là, c'est de développer des relations avec des libraires pour qu'effectivement, ils sortent un peu aussi du système dans lequel ils sont complètement enfoncés avec le système de... Finalement, ouais, on voit que le problème fondamental, c'est la gestion du stock. Oui. Et avec le système dont vous parlez là, on imprime quasiment à la demande ou quasiment à la demande. Et en fait, on se débarrasse du problème de la question du stock. Ben oui. Mais ça nécessite de repenser un modèle économique dans lequel le business plan au départ n'est pas basé sur des projections de publication massive. Non. Et... Mais ça exclut, comme je disais en début de rencontre, ça n'exclut pas la production massive. Si jamais on a S'il y un a méga besoin de succès, produire massivement, on peut on est produire capable. massivement. On est Ça me capable. fait penser à une maison d'édition, c'était il y a 2 ans, 2-3 ans, un livre qui avait fait... qui avait d'une petite maison d'édition. Alors, ils fabriquaient pas les livres à la main, mais ils les faisaient imprimer. Et ils avaient fait un petit tirage, pareil, 200, 300 exemplaires. Oui, quelque avec chose comme ça. un titre très, très provocateur. Je sais plus ce que c'était, puis peu importe en fait. Ouais. Et ça a cartonné. Tous les médias en parlaient, si bien qu'il n'était pas cher, aussi il était à 7-8 euros, si bien qu'ils croulaient sous les commandes et qu'ils n'avaient plus les stocks. Et ils n'avaient pas la trésorerie pour recommander une impression. Et du coup, ils ont vendu les ils droits ont à une vendu- grosse maison. Ils ont vendu, je sais pas si c'est les droits ou la petite maison qu'ils ont vendu. La petite Non, c'est maison les droits d'édition. sur ce livre. C'est les droits sur le livre. À une grosse maison d'édition. Et nous, on était là, oh mais non, c'est abusé. Ils ont fait ce dont, comment dire, ils sont arrivés au point dont rêvent tous les éditeurs pour finalement, non, revendre ça à une grosse maison d'édition. Et on peut pas les blâmer pour ça, ils avaient pas vraiment le choix. Mais quel dommage. Et nous, on s'est dit, ouais, mais en même temps, si ça nous arrivait à nous, est-ce qu'on ferait les malins? Nous, il faudrait juste être capable d'acheter du papier et de la ficelle. Ouais. Puis des cartouches d'imprimante. Peut-être une imprimante en plus. Peut-être une imprimante en plus. mais si on arrive à en sortir, je sais pas moi, si on arrive à en sortir 500 par jour. Elle est fabriquée 500 par jour? Ouais. Non, on Si, peut pas. on achète une imprimante de plus, on embauche du monde. Ouais. Puis Oui, allez, remarque, on oui, ça se fait peut. tourner. Ça se peut puisque la trésorerie elle se fera en fin de mois. Ben oui. De toute façon. Donc oui, ça se peut. Ok. Très Ah, bien. on peut encore rêver. Ouais, ouais. Moi, j'espère qu'un jour, on va éditer un livre qui va être un grand succès. Alors pour terminer, quelle est votre actualité du moment, l'actualité du Buvard? On a sorti un livre hier. Ouais. Sur les ailes du chaos, vivant malgré tout, pour le sous-titre, qui est un livre d'entretien entre Michel, en tant qu'artiste, réalisateur, auteur, écrivain, et Christian Frédéric, qui est metteur en scène de théâtre, et qui là est en train de... hier, il y avait la première, de son adaptation de Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès, à Créteil. Et donc voilà, là les deux Qui se va jouer la rencontrent. semaine prochaine au Théâtre de la Ville à Paris. Les deux se rencontrent et se parlent de leur rapport à l'art, ce qui fait qu'ils Comment sont on y est devenus... arrivé, les influences qu'on a eues. Donc c'est un carnet d'entretien. Ouais. Ouais. Un livre d'entretien. Illustré par Pauline Gonzalez. Ok, comme d'habitude. Ouais. Non, mais là, c'est Ah oui, carrément non, mais là, les c'est- il y a des Ah oui, il y a des illustrations dans les illustrations pages. dans le livre. Ok. Ouais. Donc si on veut se procurer ça, c'est sur le site du Buvard. Lebuvard.ca. Lebuvard.ca. Ouais, parce qu'il a été fondé au Québec. Parce qu'il a été Il est fondé. toujours hébergé au Québec, Il est d'ailleurs. toujours hébergé Et au donc Québec. on y trouve tous les bouquins du Buvard, Ouais. des posters, des affiches, Des t-shirts t-shirts aussi sérigraphiés. avec des Celui-là, des c'est citations. c'est des un phrases raté. là, et ça, C'est un raté percé. Ça Avec c'est la cool tour. aussi de se dire que voilà, on peut aussi arborer sa littérature et pas Ouais. juste un peu déborder des pages des livres. Un peu Exact. oubliés aussi. Exact. Donc C'était l'idée. c'est assez chouette. Et ben, merci beaucoup d'avoir merci à toi, Pierre. été là Merci à pour, toi. cet entretien. Et Merci. puis voilà, longue vie au Buvard et à ce super projet. Merci. On a bien envie que ça dure longtemps. On est